Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler une fois de plus du launch coaster du parc Astérix. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, sachez que des petites informations dans cette vidéo peuvent changer pour la simple bonne raison qu'il y a le Covid et que ça a donc impacté énormément de parcs. Astérix n'y a pas échappé. Et je vous précise, vous inquiétez pas au fil de la vidéo, quelles informations peuvent être amenées à changer. Voilà, c'est rien de grave, mais je préférais vous le préciser dès le début, que vous partiez en le sachant. Tout d'abord, je vais vous rappeler les prémices de cette nouveauté. Dans un reportage nommé Capital en 2017, nous apprenions que le parc était à la recherche d'un gros coaster pour faire suite à l'arrivée de Pegasus Express. Un an plus tard, le 20 mai 2018, le parc annonce, toujours dans un reportage, l'arrivée prochaine d'un launch coaster. Plus précisément, les termes sont les suivants. Pour tout vous dire, on travaille en ce moment sur un coaster à lancement magnétique. Pour illustrer ses propos, la personne interviewée évoque l'attraction Taron à Fantasyland, ce qui a fait extrêmement plaisir à nous, les coasters enthousiastes. D'ailleurs, au passage, la com de Fantasyland s'était bien foutu de notre gueule en remerciant le parc Astérix de faire une pub et en incitant les gens à venir faire Taron d'ici à ce que le coaster à Astérix soit terminé. À ce moment-là, on sait simplement que c'est un launch coaster et qu'il devrait ouvrir aux alentours de 2021. J'avais d'ailleurs fait une vidéo suite à cette annonce que je vous mets en fiche si ça vous intéresse. Ensuite, des plans fuitent sur les réseaux sociaux en novembre 2018, mais ces derniers ne sont pas définitifs. Nous apprenions quand même que l'attraction fera plus d'1 kilomètre de long, aura des figures vraiment sympas, une hauteur de 50 mètres et surtout 2 zones de propulsion launch avec une zone évidemment en triple propulsion, 2 en avant, 1 en arrière. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de l'IAAPA, donc c'est un salon du domaine du loisir et donc des parcs d'attractions qui se déroulent aux États-Unis, Intamin présente 2 grosses nouveautés. L'une ira à Walibi Belgium et d'ailleurs au passage la construction a déjà démarré et est bien avancée. Le second coaster ira au parc Astérix. Sans surprise, on retrouve les informations qui étaient présentes sur les plans qui avaient fuité, mais là c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus d'informations, c'est plus beau, il y a une vidéo, il y a une présentation, on connaît aussi la localisation de l'attraction, bref, on en sait beaucoup plus. Je vous mets également en fiche la vidéo du parc Astérix que j'ai fait donc à l'occasion de cette annonce, et j'ai fait la même pour Walibi Belgium, je vous la mets en description, ainsi que toutes celles que j'ai présentées depuis le début. Il y a quelques jours, sur un site du gouvernement, plus précisément la préfecture de l'Oise, apparaît un document d'étude d'impact du coaster et de sa zone sur l'environnement. Dans ce document public de plus de 400 pages se trouvent des infos à propos du launch coaster, mais qui sont un peu cachées. Et c'est vrai que là, il faut aller à la pêche aux infos. Mais on en apprend vraiment plus au sujet du coaster. Et donc, il a fallu se taper les 400 pages à lire entre les lignes, évidemment. Je ne me suis pas mis à tout lire parce qu'il y a beaucoup au sujet du terrassement, au sujet du ruissellement des eaux, au sujet de l'écologie avec les animaux qui peuvent s'y trouver, etc., etc. Il y a énormément d'infos, même pour les futures constructions, il y a vraiment beaucoup de choses. Non pas qu'ils annoncent des choses, mais que on peut voir donc le terrain qui leur reste à disposition, on peut voir énormément de choses et c'est hyper intéressant. Mais il faut se taper les 400 pages et ça c'est déjà un peu plus compliqué. Donc on lit entre les lignes, on essaie de trouver les meilleures informations et c'est vrai que dans tout ce bordel se cachent des trucs plutôt sympas. D'ailleurs le document date d'avant le Covid, donc c'est pour ça que au début je vous disais que j'allais prendre des pincettes au sujet de quelques infos, c'est parce que les choses ont changé après le Covid, mais il est quand même définitif, le coaster sera bien construit, ne vous inquiétez pas, on a la certitude à ce sujet-là, et donc il sera construit en ces termes, et de cette manière-là, il n'y aura rien qui changera à ce sujet-là. Sauf évidemment pour ce qui est des dates, car le Covid a impacté le parc Astérix a tout décalé d'1 an, ce qui fait que le nouveau coaster au parc Astérix devrait ouvrir en 2023. Commençons dans l'ordre d'apparition du document, ne vous en faites pas. Voilà, il y a beaucoup d'infos, c'est au compte-gouttes, j'ai pas trop ordonné parce que voilà, j'ai fait un peu au feeling, ça me paraît bien comme ça, mais voilà, vous en faites pas si on passe un peu du coq à l'âne à un moment, et si vous voulez vous taper les 400 pages vous-même, si ça vous intéresse, parce que ça peut être intéressant, je vous les mets en description. Pour ce qui est du layout, autrement dit du parcours, on n'a pas énormément d'informations, mais encore une fois, il reste quasiment inchangé par rapport à ce qu'avait présenté Intamin lors de l'IAAPA, donc ne vous en faites pas, ils ont juste des fois modifié un peu une courbe pour éviter d'avoir à dézinguer un arbre, c'est quand même pas mal, mais sinon, voilà, globalement, ça reste quand même le même coaster, et c'est pas plus mal. On apprend que le coaster sera accessible à partir d'1,30 m, donc c'est comme Osiris, c'est normal. Il y aura bien 3 trains de 20 personnes. Le temps d'attente minimum entre chaque départ, évidemment parce que vu qu'il y a 3 trains, 2 trains peuvent circuler en simultané sur le circuit, sera de 57 secondes. Ce laps de temps en fait il sert à ce que les zones bloquent, donc les zones pour éviter que les trains se rentrent dedans, soient libres, et donc il faut au minimum laisser cette distance là entre les deux. Donc voilà, c'est correct et ça permet de pouvoir envoyer des trains régulièrement. Cependant, nous n'aurons qu'une seule gare, ce qui peut réduire légèrement le rendement. En effet, avec 2 gares, donc 2 gares côte à côte avec un aiguillage comme Train de la Mine, enfin Big Thunder Mountain à Disney ou encore
Space Mountain, bah, on gagne en rendement. Sinon, il y a un autre principe qui est la gare de déchargement et la gare de chargement, donc l'une derrière l'autre. Le principe, c'est on arrive, on décharge le train avance et là on le charge. Bon, ça permet aussi de gagner en rendement. C'est pas forcément utile un jour de fréquentation normale, mais quand il y a une grosse fréquentation, c'est quand même pratique. Et il y a ça notamment sur Taron, et il y avait ça sur Rock'n'Roller Coaster à Disney. Le temps de parcours sera lui de 123 secondes, ce qui est plutôt long, et c'est une excellente nouvelle. La longueur du rail reste de 1075 mètres de long, et évidemment la longueur parcourue est d'environ 1300 mètres, parce que le train va faire un aller-retour au niveau de la zone de U, donc passer plusieurs fois sur le même rail, donc aura une distance parcourue plus grande que la distance réelle de rail. Il y aura une file d'attente classique pouvant accueillir 1 heure d'attente à 80% du rendement, donc à peu près 1000 personnes. Il y aura également une single rider, donc pour les personnes seules, un accès pour les personnes à mobilité réduite, mais également un accès pour les passes Rapidus. Par contre, au niveau des sacs, ce sera comme à Osiris, il faudra traverser le train pour aller les déposer dans les casiers prévus à cet effet. Ce qui veut dire qu'il y a un léger risque d'engorgement au moment d'aller déposer son sac. Alors, il faut voir exactement comment ce sera fait, si la gare est assez large, s'il y a de l'espace, si c'est bien pensé, ça peut le faire, mais c'est vrai qu'encore une fois, ça peut faire perdre un peu de temps, surtout les gens un peu indisciplinés, les gens qui ont peur, les gens qui ne comprennent pas trop comment ça se passe, ça peut faire perdre un peu de temps. C'est des petits détails, mais mis bout à bout, ça ne permet pas d'atteindre un super rendement. Bon, après, je chipote. Évidemment, il y aura en sortie de gare une boutique de photos. Pour ce qui est de la zone dans laquelle évoluera le coaster, il y aura un kiosque, c'est-à-dire une sorte de snack, hein, donc c'est pas un vrai restaurant dans lequel on peut s'asseoir avec plein de choix, etc. C'est plus un snack, donc avec voilà, des trucs à grignoter, peut-être des sandwichs, des glaces, des trucs comme ça. Un peu comme dans la plupart des zones qu'il y a à Astérix maintenant, notamment la forêt Idéfix, je crois qu'ils ont à peu près ça. Peut-être aussi, c'est plus une boutique, mais dans la zone égyptienne. La zone sera également composée d'une aire de jeu pour les enfants, donc je pense que c'est pour compléter l'offre enfants et un peu famille qu'il y a au parc Astérix, mais aussi faire attendre les gens, parce que imaginez une famille avec un enfant qui a 8 ans, un autre qui en a 12-13, le père, la mère, bah si la mère veut attendre avec l'enfant et le père veut faire avec son fils l'attraction, faut que le gamin puisse s'occuper, donc dans l'aire de jeu c'est pratique. Et s'il y a le bébé switch, donc si après la mère veut le faire également et que du coup switcher, le père peut revenir et bref garder l'enfant au même endroit, lui il voit pas ce qui se passe, il joue dans la terre, on s'en cogne et, et du coup voilà, l'enfant est là. Je pense que c'est aussi un bon moyen de faire attendre les gens, parce que souvent devant une attraction très populaire, quelque chose de très sensationnel, il y a beaucoup de gens qui attendent un peu en faisant rien. Donc c'est vrai que pour les enfants, avoir une aire de jeu, ça fait un peu d'animation, ça fait de la couleur, c'est sympa à voir. Il y a des bancs souvent pour s'asseoir, donc c'est quand même plutôt sympa, et pour l'attente, c'est plus cool. Il y aura aussi un chariot de vente ambulante dans la zone, donc voilà, c'est une sorte de vélo ou un chariot qui se déplace sur lequel on peut vendre des petites choses, donc c'est voilà, c'est encore en complément du kiosque, etc. Et également une aire de jeu payante, enfin une zone de jeu payante, en fait c'est tout simplement ce qu'on peut voir à Astérix à peu près dans tout le parc. Toutes les zones où il y a du chamboule tout, du jeu de basket, etc., où c'est payant, c'est que 2 € pour 2 coups et on voit si la balle est rentre, on gagne une peluche, bref, il y en a à peu près partout dans le parc, bah ils en installent une aussi dans cette zone-là. Pour ce qui est des travaux, d'après le document, ils auront lieu d'octobre 2020 à mars 2022. Et c'est là que se pose une question. Si les travaux commencent bel et bien dans 1 ou 2 mois, le coaster ouvrira-t-il en 2022 ou en 2023? Alors, même s'il y a une chance qu'il ouvre en 2022, par rapport au document, je me base juste sur le document dont je vous parle depuis le début, sachez néanmoins que les infos officielles du parc, c'est 2023, donc retenez juste 2023, déjà vous ne serez pas déçus, et surtout, l'info 2022, ça émane d'un document qui, comme je vous l'ai dit, arrive légèrement avant le Covid. Restons prudents, normalement c'est 2023, on reste là-dessus, comme ça on n'est pas déçus, eux ils ont le temps de finir leur coaster, de tout bien nous présenter, et ça c'est parfait. Sur ce coaster, il y aura une gare thématisée, évidemment. Par contre, ne vous attendez pas à un truc gigantesque. Ça va être un truc un peu plus à taille humaine. Donc, même si ça c'est grand visiblement, ce sera pas quelque chose comme Osiris par exemple. Ce sera pas la même gare ou le même bâtiment. Ça sera un peu moins impressionnant, un peu plus minimaliste. C'est un choix qu'ils ont fait. On va en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je vous dis ça juste pour que vous soyez au courant. Voilà, que vous ne soyez pas surpris au moment où on va voir les premières images. Le rendement théorique est de 1260 personnes par heure, ce qui est totalement correct. Mais, vu que j'aime bien chipoter un petit peu, j'aurais aimé un peu plus. Voilà. Osiris a un rendement théorique de 1600. Bon, il l'atteignera rarement, voire jamais, parce que c'est quasiment impossible, vu qu'ils ont une seule gare, les gens ne comprennent pas, le truc est inversé, ils passent entre le wagon, ils vont poser leur sac, les gens se croisent, se tapent, se bousculent, c'est une galère. Voilà. Mais le fait est que le rendement qui est annoncé, il est toujours inférieur en vrai. Donc là, on sera plus aux alentours d'une heure. C'est pour ça qu'ils ont fait une file d'attente d'une heure à 80% du rendement. Ils sont quand même malins sur ce coup-là, et pour le coup, ils prévoit pas mal de choses. J'attends de les voir sur la dépose du sac,
au niveau de l'embarquement. J'ai hâte de voir comment ils vont faire. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je les attends, parce que ça peut vraiment gagner du temps. Mais sinon, voilà, le fait que le rendement soit de 1200, c'est quand même très bien et ça assure un bon rendement. Ça fait partie des gros parcs, ils ont toujours un gros rendement comme ça, c'est normal. Après, on aurait pu espérer voilà, un peu plus, mais c'est vraiment parce que j'aime bien chipoter et que vous me connaissez, le rendement, c'est un truc que j'affectionne tout particulièrement dans les parcs et auquel je prête une grande attention parce que ça permet de réduire les temps d'attente et c'est quand même pas négligeable. Au niveau de la consommation électrique du coaster, c'est énorme parce qu'un launch coaster, ça consomme beaucoup, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui s'y connaissent en électricité, le pic de consommation est de 3600 kVA. Alors, pour ceux qui s'y connaissent pas, ça on ressemble un peu à rien, mais en vrai, c'est énorme. Après, c'est que pendant un pic, que pendant un instant donné. Et à titre de comparaison, la consommation à un instant donné, donc au moment du lancement de Psyche Underground, donc c'est l'attraction à Walibi Belgium, celle qui fait comme ça, et ben cette attraction consomme 1,5 fois la consommation totale du parc au moment du lancement. Donc c'est encore une fois sur un instant très court, mais c'est énorme. Après voilà, je vous donne cette information là parce que c'est une information technique qui me paraît intéressante. Après, si vous voulez encore une fois aller un peu plus loin, vous pouvez aller voir dans les dossiers, il y a à peu près tout marqué dedans au niveau de la consommation. Passons après toutes ces informations techniques à des trucs un peu plus sympas, un peu plus intéressants à mon sens. Comme je vous le disais dans un précédent épisode de DB World, le parc est limité en hauteur, donc en termes de construction, à 45-47 mètres environ selon les endroits du parc. Néanmoins, le launch coaster fera bien 51 mètres de haut et ce grâce à une tranchée. En effet, pour conserver la hauteur initialement annoncée, le coaster sera enterré par endroits de 2 à 5 mètres de profondeur. Ça, c'est vraiment super sympa de leur part car ils ont essayé de conserver la hauteur qu'ils avaient annoncée de 51 mètres et ils ont réussi. Ça, c'est une excellente nouvelle et ça fait plaisir de voir qu'ils s'y sont tenus et qu'ils n'ont pas annoncé un truc un peu haut, un peu sympa pour ensuite dire ah, finalement on va le réduire. D'ailleurs, le fait que ce soit enterré, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est de permettre aux visiteurs de voir le train partir pleine balle au niveau de la seconde zone de launch, notamment parce qu'ils vont surplomber la tranchée et donc pouvoir avoir une vision complète de l'accélération. Et voilà, il n'y a pas mieux pour voir quelque chose que de le voir d'un point de vue élevé. Et là, ce sera juste parfait. Ça permettra également un effet de vitesse encore plus impressionnant. Vous comprendrez que quand on est entouré de béton et que le béton va vite et paraît assez proche, on a cette sensation d'aller encore plus vite. Notamment sur Black Mamba à Fantasyland, c'est pareil, il y a pas mal de structures autour de l'attraction et quand on est par exemple tout devant, ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression de se prendre les murs et ça donne une sensation de vitesse énorme. Et ben là, ça a cet avantage-là et ça l'aura donc sur le launch coaster au parc Astérix. Autre chose, ça permet de cacher les éléments techniques, notamment les petites armoires électriques ou là où il y a pas mal de boutons pour faire, voilà, pour vérifier le matin, tout ça. C'est pas très beau et quand c'est au-dessus, ça se voit quand même pas mal quand c'est sur le coaster. En plus, des fois, ça cache le train. Là, vu qu'on sera donc le train sera enterré, le rail sera enterré, on aura donc cette vision par le dessus, ils pourront cacher sous le train la plupart de ces, sous le rail la plupart de ces éléments, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, le côté esthétique, ça mange pas de pain, mais le réel avantage c'est la sensation. En effet, si le coaster n'avait fait que 45 mètres de haut et non pas 51, la vitesse et la propulsion initiale qu'il aurait fallu pour franchir donc le top hat aurait été moindre. Là, la vitesse est de 107 km/h, bon, c'est pas précis au km/h près, mais quasiment. Et donc, on a besoin d'une puissance plus grande, donc c'est forcément mieux d'avoir 51 mètres à franchir que 45. Pour ce qui est des files d'attente, elle sera en 3 parties. Une partie non couverte de 40 minutes sous la trace du Hura. Une partie couverte, mais en extérieur, de 14 minutes. C'est un peu l'équivalent de ce qu'il y a sur Osiris juste avant le temple. Et une dernière en gare de 5 minutes, donc couverte, et en intérieur. Du coup, on n'aura pas le même système que sur Osiris avec une très grande file d'attente en intérieur et très immersive. Mais on aura une magnifique vue sur la trace du Hura. Alors à ce sujet, je ne sais pas du tout comment ça va rendre, car la trace a des supports très imposants, très impressionnants, surtout au niveau de la première hélix, donc juste après le lift de la trace. Il y a donc des immenses supports blancs, et je ne sais pas comment ça va rendre parce que ces derniers seront complètement à découvert et on ne verra que ça en fait. D'ailleurs, le top hat sera derrière, donc quand on sera dans la zone de la nouvelle attraction, si on regarde en direction de la trace, on verra derrière le top hat, donc la figure voilà, qui fait ça, un peu emblématique de l'attraction, qui sera cachée derrière cette espèce de structure. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre, on verra une fois dedans quand on découvrira la zone, donc on a le temps, hein, rassurez-vous. Mais voilà, c'est le seul détail qui peut sans faire forcément moche, pas embellir la zone. Le coaster aura tout de même 2 points culminants de 45 mètres de haut, la flèche et le top hat, mais rassurez-vous, hein, l'attraction fait bien 51 mètres de dénivelé entre sa partie la plus basse et la partie la plus haute, mais étant donné qu'elle est légèrement enterrée pour certaines parties,
Voilà, ce qui ressort ne fait que 45 mètres, ce qui est au passage plus haut qu'Osiris. Au niveau du budget, il s'élève à 28 millions d'euros. La moitié de ce budget, donc 14 millions, est dédié à l'attraction en elle-même et également les aires de jeu. 1,2 million d'euros sont alloués aux aléas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en cas de problème, s'ils ont une galère sur le chantier, j'imagine. Là, j'interprète le document, mais s'ils ont une galère sur le chantier, s'ils ont un imprévu, imaginez, je sais pas, par exemple sur Pégase Express, ils ont eu des gros imprévus, notamment, je crois que c'était des roches à enlever, enfin voilà, il y a eu un problème au niveau du sol qu'ils n'avaient pas remarqué au moment où ils ont fait les études. Et donc ça rajoute un coût au moment de la construction. Donc c'est 1,2 million qui sont prévus pour ça. C'est ce que j'ai compris et c'est du coup pas plus mal parce que la dernière fois ils avaient dû raboter sur d'autres choses, notamment une fontaine au niveau de Pégase qu'ils ont dû annuler, donc qui n'existe pas tout simplement parce que ils n'avaient pas le budget pour. Il y a seulement 1,3 million d'euros qui sont alloués au décor. Alors il faut savoir que tout ce qui est terrassement, gros œuvres, c'est pris en compte dans une autre partie du budget dont je ne parle pas forcément là, dans les 28 millions. Et donc 1,3 million c'est exclusivement pour les décors. Donc j'imagine, je pense, voilà, la gare fait partie, imaginons, intégrante du décor. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même un bon budget, même si ça paraît léger comparé au total, c'est quand même un bon budget au niveau juste décoration. Et ils peuvent, je pense, nous surprendre avec une théma intéressante. Il faut savoir qu'une théma sur un coaster, alors une grosse théma peut vraiment impressionner, comme sur Osiris, c'est un truc assez énorme. Et pour le coup, la zone impressionne, etc. Enfin, c'est pas mal, c'est colossal en fait comme truc. Et c'est ce qui tout de suite prend l'œil et marque les esprits, c'est vraiment cette découverte de la zone égyptienne. Ici, je pense qu'ils seront un peu plus minimalistes, un peu plus sur la retenue, et c'est pas plus mal, ça change, voilà, ça fait un effet différent. Et il faut savoir aussi que la thématisation sera très boisée, donc très nature, ce qui fait qu'ils vont pas essayer du coup de dénaturer la zone. Ça va dans un souci d'écologie, parce que faut comprendre que déjà la BD d'Astérix en général ils sont pas mal dans la forêt, et si on dézingue la forêt en même temps, c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient eue. Il faut savoir que des arbres dans la zone ont été épargnés pour la construction, enfin vont être épargnés pour la construction, parce que c'est des arbres qui comptent, qui sont utiles pour la faune et la flore, et même qui sont très très vieux, bien plus vieux que le parc, ça sert à rien de les détruire. Donc tout ça mis bout à bout, ça rentre dans une logique à la fois écologique, à la fois visuelle, parce qu'ils vont faire une théma, donc encore une fois nature, avec visiblement une gare qui sera plutôt boisée, un peu petite, et donc ça fait un peu cabane en fait dans la forêt, et je pense que ça peut très bien rendre. Ça fait, on pourrait s'attendre à une immense théma comme sur Osiris, un truc énorme, mais ça change, ça fait vraiment la différence si c'est bien fait en étant minimaliste, et je marque bien sur si c'est bien fait, s'il y a des bons détails, si la théma est légère mais qu'elle est là, c'est-à-dire que dans la file d'attente il y a des petits, voilà, des trucs qui sont vraiment très jolis, clin d'œil à la BD, tout ça, je pense que ça peut rendre très bien. Donc ça c'est mon avis, et il faut savoir que ok, la théma va forcément en imposer comme sur Osiris, par contre c'est le coaster ici qui va en imposer, avec donc cette zone qui va être orientée autour du launch, autour de toutes ces choses-là, autour de tout ce que peut faire le coaster, et ce qui n'était pas vrai pour Osiris, parce qu'Osiris, vous verrez, le lift et la première drop, c'est très éloigné du visiteur. Alors oui, la file d'attente passe dedans, ça permet d'occuper les gens dans la file d'attente, et donc qu'ils puissent regarder l'attraction, ça c'est un bon point. Mais la zone ne joue pas avec le coaster, à part si, voilà, il y a le moment où il passe sous l'eau. Voilà, c'est un petit moment, mais ça a plus été mis là en mode, on a mis le coaster dans la zone, plutôt que la zone s'est orientée autour du coaster, et là je pense que la zone va s'orienter vraiment autour du coaster, avec une passerelle au-dessus, on aura un point de vue de dingue sur le coaster, sur le premier launch, enfin voilà, je pense que le second launch plutôt, et je pense que ça va être vraiment très beau, et simple. Voilà, qu'on attend, je m'avance peut-être un petit peu, mais j'essaie de trouver franchement les bons côtés de toute cette théma un peu plus simple que celle d'Osiris, mais qui n'en restera, à mon sens, pas moins intéressante, et qui peut nous surprendre, parce que voilà, j'ai fait pas mal de parcs, et des parcs ont on va dire des décorations très légères, ou qui n'ont pas beaucoup de budget pour faire un truc immense, ils arrivent à faire des choses fabuleuses, donc voilà, on peut avoir le doute, comme quoi ça pourrait être un peu trop léger, comme finalement c'est peut-être léger, mais ça peut rendre très bien, parce que c'est fait de manière juste. Sachant que dans la zone, il y aura donc la flèche, qui, quand on arrivera, sera pas très loin visuellement, alors que le top hat sera lui un peu plus caché, mais la flèche, elle sera là, et donc on verra le train monter en arrière dessus, repartir, on aura le bruit du lift, du launch, on verra pas forcément si on est un peu loin, mais en s'approchant on verra donc la fosse. Je pense que tout ça, ça peut rendre très très bien. Et s'il joue là-dessus, ça va être parfait. Bref, on va passer à la suite. À présent, nous connaissons le nom du projet. Et il faut savoir qu'en général, les noms des projets deviennent le nom du coaster, ou en tout cas, c'est un des noms envisagés pour le coaster. Le projet s'appelle Toutatis, donc c'est vraisemblablement, encore une fois, peut-être le nom du coaster. Et donc, je vous invite à dire en commentaire si oui ou non vous aimez bien ce nom, voilà, ce qui vous évoque. J'avoue que pour un coaster, je trouve ça un peu léger, un peu pas, voilà, ça envoie pas en fait. C'est pas à la hauteur de l'attraction. Et en même temps, le nom Toutatis, c'est quelque chose
qu'on retient partout. Et si vous avez été attentif dans la vidéo, quand je présentais le coaster, enfin l'étape du coaster avec donc l'annonce dans un des journaux télévisés où Fantasyland avait repris donc ça, ils avaient mis partout Tatis et ils avaient mis je sais plus quoi, une connerie en dessous. Déjà voilà, ça veut dire que tout le monde utilise ça, c'est vraiment le truc de base dans Astérix Obélix, partout Tatis. Donc tout Tatis, ça, voilà, moi dans un sens je trouve ça génial parce que ça colle totalement avec le thème, dans un autre sens je trouve ça complètement con parce que ça envoie pas du lourd quoi. Donc voilà, je suis un peu mitigé, à voir, et au final, on s'en fout et on s'y fera. Ça, c'est pas vraiment gênant. Faut voir ce que ça évoque aux yeux des visiteurs, et pour le coup, pour les lambda, tout Tatis, c'est carrément un truc qui renvoie à Astérix. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!